Une production des studios Bass. Vous êtes une société d'histoire, une société de généalogie ou une association familiale? Vous voulez annoncer un événement, une sortie, une réalisation ou une conférence? Contactez-nous afin d'avoir gratuitement une publicité sur notre balado. Visitez le passédécomposé.com avec le bouton pour nous écrire ou encore par courriel à studio@passédécomposé.com. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé décomposé. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 17e épisode du balado Passé décomposé. Je m'appelle Guillaume Beaulieu et je suis accompagné comme toujours par mon fidèle co-animateur Martin Archambault. Bonjour Martin. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu? Moi je vais bien, puis je suis certain que tu es heureux toi parce que on vient de frapper les premières belles fins de semaine où la température est acceptable pour aller dehors sans même mettre un gilet en après-midi. Il fait beau, enfin. Puis, comme les auditeurs le savent, je reviens d'Italie en plus, donc j'avais peur que le choc thermique soit un peu intense. Je dois t'avouer que la journée de mon atterrissage faisait un gros 0 degré. Donc, passer de 25 à 0, ça a été un choc. Oui, c'était dur. Mais heureusement, on s'est repris dans les jours qui ont suivi. Donc, pour l'instant, ça va très bien. Ben oui, tu nous as même envoyé de l'information que tu étais en train d'écouter l'épisode live. Sur la plage. Sur la plage, je dis, mon Dieu, c'était moins drôle pour nous autres ici cette journée-là, je peux te dire. Je dois t'avouer qu'il s'écoute encore mieux sur une plage tout près de Sorrento avec une petite bière. Là, ça s'écoutait si bien. Cet épisode est présenté par généalogiequebec.com, propulsé par l'Institut Drouin, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. Et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 à l'achat. Pour notre actualité généalogique, je vous parle de la suite d'une histoire qui a débuté il y a 100 ans déjà. À l'époque, le pape Pie XI voulait organiser une exposition universelle au Vatican et avait donc demandé aux missionnaires catholiques du monde entier d'envoyer des objets qui provenaient des nations autochtones de leur pays. Les artefacts envoyés à Rome n'avaient toutefois jamais été retournés dans leur pays d'origine, même que le Vatican s'opposait à remettre les objets acquis de droit. En 2022, il y a Nathan Obed, qui est le président de l'ITK, qui est une organisation qui représente les Inuits du Canada. Lui s'était rendu au Vatican pour une visite historique de la délégation autochtone. Et lors de cette visite, il a vu différents artefacts et engage les grandes instances engage une conversation avec les grandes instances afin que ces éléments-là soient ramenés dans leurs nations respectives. Et bien, après 3 ans de négociations, le Vatican a finalement accepté de retourner les objets à bon port. Donc, en décembre dernier, il y a une boîte qui contient un kayak Inuvialuit qui fut ramené, qui a permis aux Inuits de l'Est du Canada de pouvoir examiner mieux le kayak afin de mieux comprendre sa fabrication. Il s'agit d'un des seulement 5 exemplaires de ce type de kayak qui existe, donc c'est vraiment encore plus intéressant de savoir pourquoi il y en avait si peu. Est-ce que c'est parce que c'était mal fait ou au contraire, c'est parce qu'il n'y avait plus le modèle pour le reproduire? Et en mars dernier, il y a plusieurs représentants de différentes Premières Nations qui étaient présents pour une cérémonie empreinte de respect durant laquelle a été saluer le retour de ces objets. Il y a 5 objets qui ont été dévoilés aux médias, alors qu'il y en a 47 qui ont été dévoilés de façon privée. Il faut savoir que grand nombre de ces objets doivent encore être identifiés. On n'est pas certain encore de qu'est-ce que c'est, mais on peut donc se douter que dans les prochains mois, prochaines années, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur la façon de vivre des Premières Nations. Depuis quelque temps, on tente de redonner quand même les lettres de noblesse aux premiers peuples, et même si parfois, je trouve que c'est peut-être un peu trop tard, ça me touche quand même de voir qu'on pense un peu plus à eux-mêmes. Oui, et se poser peut-être la question, comment ça se fait que c'était rendu au Vatican? Ça a été acquis de quelle façon? Bien, c'est ça, c'était pour l'exposition, mais pourquoi ça n'a jamais été retourné? Exact. Ben, c'était surtout ça qui me dérangeait. Avoir su, j'étais au Vatican en plus il y a quelques jours. J'aurais pu les ramener, moi, ça m'aurait fait plaisir. Je m'en occupe. Ne craignez pas, je m'en occupe. Donnez-moi ça, puis je vais en parler dans mon podcast. Martin, est-ce que tu peux nous présenter une capsule d'un mot historique du jour, s'il te plaît? Oui, on écoute ça tout de suite.
Le mot historique du jour. Le commerce triangulaire est une route commerciale qui reliait autrefois la France, la Nouvelle-France et les Antilles, instaurée par le contrôleur des finances françaises Jean-Baptiste Colbert et appliquée au Canada en 1667 par Jean Talon, l'intendant de la Nouvelle-France. Le commerce triangulaire va permettre à la colonie de diversifier son économie et de se positionner dans les grands réseaux de commerce internationaux. Merci beaucoup, Martin. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur. Là. J'ai parlé des Premières Nations pour parler de ce kayak qui avait été construit par les Inuits. Par contre, on se rappelle que le terme Première Nation n'inclut pas les Inuits. Donc, on doit parler vraiment de peuples autochtones. Désolé pour cette petite erreur. Martin, tu es entré en contact avec Katiane Dupuis afin qu'on puisse comprendre davantage la situation de l'esclavagisme en Nouvelle-France. C'est un sujet, moi aussi, que je souhaitais traiter, mais que je me sentais pas vraiment à la hauteur de traiter parce que j'ai l'impression que nos recherches auraient peut-être pas donné des résultats aussi importants, aussi intéressants et concluants. On a donc demandé à Mme Dupuis de se joindre à nous aujourd'hui. Bonjour, Mme Dupuis. Bonjour. Pouvez-vous d'abord nous expliquer d'où vous viennent vos connaissances sur ce sujet? Pourquoi vous êtes notre experte aujourd'hui? Je suis présentement étudiante au doctorat en histoire à l'Université de Montréal où j'étudie la question de l'esclavage. J'étudie les conditions de vie des individus asservis au Québec ancien, fait que de leur arrivée en 1132 environ jusqu'à la fin de l'esclavage au Canada en 1834. Puis ça fait depuis 2018, fait depuis mon bac que j'étudie la question de l'esclavage. J'ai fait une maîtrise en démographie où j'étudie la mortalité des individus asservis au Québec. Fait que ça fait un petit moment que j'étudie ça. Tu dis les individus asservis? Oui. Donc, je conclus que on est asservi, on le comprend ce que ça veut dire, mais c'est le vrai terme, on devrait dire ça plutôt qu'esclave? Esclave, c'est que ça... De dire individu asservi, c'est que ça mentionne que c'est une personne, que c'est vraiment une personne qui a été asservie, non un esclave. Exactement. Ouais, OK, je comprends. Déjà là, moi, je trouve ça super intéressant. Ben oui. Mais ce concept-là s'applique dans plein d'autres contextes. On entend, les termes tendent à vouloir être plus justes, justement, pour des raisons comme celle-là. Je trouve ça intéressant qu'elle est équivalente, mais je ne l'aurais pas su. Bien, tout à fait. Puis justement, on voulait décortiquer avec vous, Katia, qu'est-ce que c'est exactement l'esclavagisme? Là, ça a l'air immense comme question, mais on a beaucoup cette vision des gens de couleur qui étaient dans des champs de coton, qui se faisaient fouetter. On n'a pas nécessairement de champs de coton en Nouvelle-France de mémoire. Donc, pour la Nouvelle-France, du moins, c'est quoi la définition de l'esclavagisme? C'est sûr, il n'y a pas une définition clair, là. Ça n'a jamais été défini par le gouvernement, par exemple. Mais un individu asservi, c'est une personne qui est privée de sa liberté par quelqu'un qui se croit supérieur à cet individu-là. C'est quelqu'un qui va être considéré comme un bien meuble. Qui fait partie de la propriété de cette personne-là, de l'asservisseur. Exactement. Puis la majorité du temps, quand on voit des individus asservis dans les archives, c'est marqué appartenant à. C'est drôle, hein? Puis je veux vraiment pas être déplacé dans mon commentaire, mais quand tu décris, là, j'ai comme l'impression que les femmes correspondaient à cette définition-là pendant un bout de temps. Il n'y avait pas de droit, on les traitait comme des êtres inférieurs, ils étaient sous le contrôle d'un homme. C'était dans un contexte différent, mais c'est une privation qui m'apparaît semblable. En Nouvelle-France, il y a ce qu'on appelle une cascade de violence, là. Fait que t'as les hommes en haut, après ça, t'as un peu plus de violence vers les femmes, un peu plus de violence vers les personnes pauvres, un peu plus de violence vers les esclaves. Fait que c'est tout le temps comme cette cascade de violence vers les personnes qui sont jugées moindres. Et les esclaves se trouvent au bas, complètement. En bas, OK. Ouais. Donc, une femme peut posséder un esclave. Oui. Puis, un petit anecdote, là, j'ai croisé un archive qui mentionnait une femme qui amenait son mari en cours et elle lui demande d'arrêter de la traiter en servante. Et là, le mot servante a été barré pour ajouter le mot esclave. Wow! Ouais, fait que là, on voit vraiment que c'est ça, la gradation. Exactement, c'est ça, en termes de violence. C'est pas comme ça que je dois être traitée. Vous parlez que les individus asservis étaient privés de liberté. En quoi ils étaient utilisés? Est-ce que c'était surtout pour des travaux ménagers, des travaux sur la terre? Qu'est-ce qu'on faisait avec ces individus asservis-là? Ils étaient utilisés, c'est ça, c'est ça, c'était des domestiques, c'était des gens qui travaillaient sur les terres, c'était des gens qui travaillaient pour les asservisseurs. Il n'y avait pas de mots là, sur ce qu'ils pouvaient faire, fait qu'ils faisaient juste suivre à la lettre là, ce que les asservisseurs demandaient. Là, fait que ça peut être n'importe quel type de tâche. Puis vous avez parlé de domestique. On a quand même parlé déjà du métier de domestique, donc j'imagine qu'il y en a que c'était de façon consentante, payée et tout ça.
dans Et ce avec un contrat fini. aussi, exactement. Alors que là, pas de contrat, pas de liberté et surtout pas de salaire, j'imagine. Ouais. Et est-ce qu'on a une personne type qui était asservie? C'était qui ces gens qui finissaient malheureusement pour être esclaves? Est-ce qu'on a un stéréotype de personne, d'individu asservi? Au Québec ancien, en Nouvelle-France, ce qui était particulier, c'est surtout de l'esclavage autochtone. C'est surtout des Autochtones qui étaient asservis au Canada français. Il y avait des Afrodescendants aussi. C'était surtout... Fait qu'il n'y a pas de stéréotype en tant que tel parce qu'on n'en parle pas, là, qu'il y a eu de l'esclavage au Canada, fait qu'il n'y a pas pu se créer ce stéréotype-là. Mais c'est surtout des enfants. L'âge médian au décès pour les Autochtones, c'est 17 ans. Oui, 13 ans pour les hommes autochtones. Donc jeunes comme ça, par la dureté du travail qu'on leur faisait faire. Ouais. Par la dureté du travail, la dureté du transport, parce qu'ils se faisaient capturer dans les pays d'en haut. Puis ils venaient ici jusqu'en Nouvelle-France. Fait que souvent, ils arrivaient puis ils décédaient pas longtemps après. Ou après ça, à cause de la dureté du travail qu'ils vivaient, parce qu'ils il y avait pas toujours accès à de la bonne nourriture. Ils dormaient pas dans un lit ou quoi que ce soit. Fait que c'est plus difficile de se remettre des maladies, c'est plus difficile de se remettre des blessures. Fait c'est ça. Fait que tout ce qui est supposé être, qui était plus bénin pour un Canadien français va être mortel pour un individu asservi à cause de ces mauvaises conditions de vie-là. Et j'ai plein de questions. Hein. Je vais te sortir de ton canevas d'entrevue un peu. C'est parfait. C'est une question qui me fascine. C'est un sujet qui me fascine vraiment. Tu as parlé d'afro-descendants. À cette époque-là, on sait qu'il y avait quand même de l'esclavagisme aux États-Unis. Donc, il y avait des gens qui arrivaient de l'Afrique qui étaient amenés, j'imagine, plus vers le sud. Puis c'est ces gens-là qui avaient été amenés pour le sud, qui se ramenaient ici, ou qui étaient ramenés ou qui étaient vendus. J'ose dire vendus, j'imagine que c'était ça. Là, on les donnait pas. Donner, c'est des... Ouais. Un cadeau, je te donne... Oui, ça peut être ça. Mais oui, fait qu'ils viennent des Antilles, des États-Unis aussi. Il va y avoir des guerres de capture qui vont se faire dans les 13 colonies et qui vont capturer des afrodescendants asservis là, qui vont ramener ensuite vers la vallée laurentienne. Il y a des Canadiens français aussi qui vont aller dans les Antilles, qui vont aller faire des esclaves, là, acheter des esclaves, là, les ramener au Canada ensuite. Fait qu'il y a un certain réseau informel qui se crée comme ça. Quand on parle des gens qui sont capturés en Afrique, qui sont amenés vers le sud, j'imagine que c'est des Anglais qu'ils ont amenés vers le sud. Je peux me tromper? Français, anglais, portugais, hollandais. Donc, on a nos descendants qui, en toute connaissance de cause, pouvaient importer, là, puis je le dis comme ça parce qu'ils traitaient ça comme de la marchandise, là, des esclaves et qu'ils les amenaient ici. On n'était pas juste le client innocent au bout de la chaîne qui achetait. Là, on était partie prenante de l'action. Définitivement. De bout en bout. Les Français ont participé au commerce triangulaire pleinement. Là. Okay. Ouais. Je vous invite vraiment à visiter le site Slave Voyages, .org. Et là, on voit vraiment tout le chemin des bateaux de tous les pays européens qui vont faire dans le commerce triangulaire et où ils vont. Fait que c'est vraiment intéressant de voir. Puis à chaque année, là, fait qu'on voit, c'est comme une animation. Là. Okay. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que je vous invite on va mettre le lien dans les références du balado, donc les gens pourront aller le regarder. C'est fort intéressant. Je m'excuse de mon interlude. En fait, ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore parler et ce sujet me scie les jambes. Je trouve ça incroyable. Je sais pas si c'était un peu du déni ou quoi que ce soit de me dire, ben non, au Québec, on faisait pas ça, mais de voir... C'est pas parlé, c'est complètement... c'est ça, puis pas pour jeter personne en bas d'un autobus, mais François Legault a déjà dit, là, on n'a pas eu d'esclavage ici, là, on n'a pas eu l'histoire des États-Unis. C'est ça. Disons, probablement que c'est moins ancré dans les récits de notre histoire. Ça ne veut pas dire que c'était pas là, mais c'est pas ça qui était mis en avant. François-Xavier Garneau, notre premier historien, son premier livre est sorti, je pense, même pas 30 ans après la fin de l'esclavage, et il dit on n'a jamais connu l'esclavage ici sur notre ciel du Nord. Là. J'ai la citation complète à quelque part, là, mais oui, c'est ça, il dit qu'il n'y a pas eu d'esclavage, mais il a connu des esclaves de son vivant. Donc, il n'y a pas juste moi qui étais histoire. Non, c'est ça. Là. Parce que tout de suite, ça a été caché, cette histoire-là, tout de suite, dès que c'est le fini. Probablement, comme vous tous, je suis abonné à une multitude de pages d'histoire et couramment, il y a des messages ou il y a des publications qui traitent de ce sujet-là
Et c'est très polarisé où il y a des gens qui nient totalement, qui disent que c'est pas vrai, que ça n'a jamais existé, alors que d'autres disent, ben là, tu sais, je veux dire, qu'il y a des trucs documentés, pourquoi on ne remet pas en doute les autres affaires documentées, Exactement. mais si on le remettrait en doute, mais ça revient couramment. Est-ce que je me trompe si je dis que dans le monde, des gens qui je dirais pas des historiens, là, je veux dire des gens qui s'intéressent à l'histoire, c'est comme si c'est pas accepté. Il y a plein d'enfants qui, tu sais, personne ne remet en cause certains faits historiques, puis celui-là, on dirait qu'il y a des gens qui le nient encore. Oui, mais c'est juste pas... Quand il y a des historiens qui font l'histoire, ne prennent pas en considération qu'il y a eu de l'esclavage. Fait que c'est juste pour ça, c'est pas inclus dans leur histoire, mais c'est ça, il y avait de l'esclavage partout. Ouais. Fait comme, on peut faire l'histoire, de n'importe quelle façon que tu vas faire l'histoire de la Nouvelle-France, peut inclure la mention de l'esclavage, Bien parce sûr. que c'était partout. Comme on parlait très peu des Premières Nations, et là, je vais dire maintenant des peuples autochtones, je vais me reprendre. On parlait très peu des peuples autochtones. Moi, j'ai 36 ans, puis c'est pas de ça on parlait le plus quand Non, j'étais au puis secondaire. Le bout qu'on parlait, ça n'avait aucun sens. C'était vraiment notre vision, une vision très réductrice vue d'un bout de la lorgnette qui est complètement erronée. Mais encore là, on nous décrivait comme étant les Français, le peuple gentil, qui était gentil avec les Premières Nations, alors que les Anglais, eux, étaient méchants et nous, on était amis avec eux. Ben, on était amis, on a juste à regarder comment on les a traités dans les 200-300 dernières années, à tout de moins. Là, je ne parlerai même pas de 1650 pour voir qu'on n'est pas nécessairement des grands amis. En tout cas, on ne s'est pas comportés comme des amis, j'oserais dire ça. Non, vraiment. Mais encore là, si on avait des esclaves qui eux-mêmes étaient issus de ces peuples-là, comment peut-on se prétendre de grands amis? Mais bon, Oui. Qui suis-je pour dire ça? Je pense qu'on pourrait avoir une immense discussion sur ce sujet. Katiane, vous nous avez un peu décrit qui étaient ces esclaves, mais à l'inverse, qui, je vais dire achetait, là, c'est vraiment dégueulasse comme terme, mais qui achetait ces gens-là? Il y a pas mal toutes les strates de la population. Des marchands, des voyageurs, des habitants, des perruquiers. Donc, pas nécessairement l'élite. Non, on parle c'était pas pas nécessairement de la haute. C'était pas les riches. Non, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. C'est pas juste les riches. Il y en a. Mais Évidemment. c'est pas juste ça. C'est les voyageurs, les commerçants vont aller se procurer des individus asservis dans les pays d'en haut et va les ramener dans la vallée Laurentienne et va les donner et vendre les individus asservis, les garder pour eux, les donner à des membres de la famille. Là. Fait que c'est vraiment juste... Et c'était considéré, comme je disais, les individus qui ont été asservis sont considérés comme un bien meuble, fait qu'ils sont aussi prêtés à d'autres personnes. Fait que c'est vraiment... Est-ce qu'ils pouvaient être... c'est vraiment dégueulasse. J'ai la misère si j'ai des frissons quand je parle. Est-ce qu'on pouvait léguer? C'est-à-dire que dans un testament ou dans un contrat, dire je lègue à mes survivants. Oui, bien là, justement, mon étude de doctorat, si je peux faire une petite histoire courte, là, c'est Martial Trudel a publié le Dictionnaire des esclaves en 1990. Puis dedans, il recense tous les individus asservis que lui a trouvés dans les archives coloniales. Puis il fait une petite notice biographique pour tous ces individus asservis-là. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de corriger ce dictionnaire-là. Fait que je me rends compte qu'il y a 25% d'erreurs là, déjà dans son dictionnaire. Oui, c'est ça. Ou que je trouve une mention de baptême supplémentaire, que je trouve une mention d'âge qu'il n'y avait pas. Je peux continuer longtemps, là. Puis, c'est ça. Fait que moi, je retourne dans les archives pour corriger ces histoires-là, pour trouver plus d'informations. Fait que j'essaie de reconstruire tous ces parcours de vie-là des individus asservis. Ce que Trudel n'avait pas fait, c'est d'aller dans les inventaires après décès puis les testaments. Il y en avait mentionné quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais là, moi, j'en retrouve énormément de mentions dans les inventaires. Fait que c'était mentionné, par exemple, possède une vache qui vaut 25 livres, possède une femme autochtone qui vaut 15 livres. Fait que c'est vraiment noté après l'autre comme ça, vraiment comme si c'était un bien meuble. C'était vraiment ça. C'est vraiment comme ça. Est-ce qu'il leur donnait des noms? Des noms français. Des noms français. Oui, Marie, Charlotte, Joseph. Je pose la question, mais la poser, c'est y répondre. Est-ce qu'il y avait aussi un peu de promiscuité? C'est-à-dire que j'imagine que le monsieur qui possédait une esclave féminine devait l'utiliser comme bon lui semblait. Donc, devait naître de cette... C'est même pas de cette union, pas de cette union, de cette relation de possession
naissaient des enfants aussi qui devaient forcément être illégitimes à ce moment-là. Oui, j'ai quelques mentions, mais veux pas, c'est quelque chose qui est caché. Fait que c'est pas quelque chose que je vais Aussi, trouver dans ouais, les archives en tant que tel. Quand il y a des naissances d'individus asservis, le père est très, 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 très rarement mentionné. Ouais, ils savent pas, elle est venue enceinte par... Ouais. Oui. C'est Par le souvent, là, lesbienne. c'est dit une petite autochtone née d'une mère appartenant à telle personne d'un père inconnu. Fait que c'est ça la note qu'on a, là. Ah, ouf. Ouais, fait que c'est... Oh, ça remet vraiment les choses en perspective. Ouais. Hein? Puis bon, Ouais. tu sais, on parle pas de quelque chose d'il y a 1000 ans, 2000 ans. On est dans du 350, 400 ans. Là. C'est pas si loin dans l'histoire Non. en général. Là, quand on pense à ça, je suis vraiment Tout à fait. saisi. Je suis membre de plusieurs sociétés de généalogie, puis je te dirais peut-être 4 ou 5 ans, il y avait eu une série de publications sur des gens... Je me rappelle plus si c'est Saint-Denis, Saint-Charles-sur-Richelieu, mais c'est ici, pas sur Richelieu, qui possédait des esclaves. Puis il y a eu plusieurs articles. Ça doit être assez bien documenté parce que leur nom était là. On expliquait ce qu'ils faisaient dans la famille. Dans un des cas, en tout cas, c'était un afrodescendant. Puis c'était évidemment la seule personne qui portait cette couleur de peau-là dans la région. Fait que ça avait créé beaucoup de... pas d'attraction, mais les gens on n'en voyait pas beaucoup à cette époque-là quand on vivait à Saint-Denis, sur le Richelieu, sur le bord de la rivière, qu'on était cultivateur. Mais ça m'avait frappé. C'était la première fois que je prenais conscience. Ben oui, je me perçois pas comme un descendant de propriétaire d'esclaves, mais il y a forcément, c'est probablement et peut-être le cas. Et il y a plein de gens qui devaient en avoir ici comme ailleurs, mais on le dit pas. On le disait pas. Je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'ici, on le dit pas, puis ailleurs, c'était... Ça presque... Tout le monde se pétait bretelle avec ça. Est-ce qu'on avait plus de pudeur parce qu'on était catholique? Qu'est-ce qui... C'est dur à dire. Hein, c'est dur à Mais dire. comme j'ai dit tantôt, cette histoire-là, elle a été effacée dès qu'elle a été finie. Là. Fait que ça n'a pas été... Oui, c'est ça, comme Puis- tu dis, une trentaine d'années plus c'est ça, tard, c'était puis- déjà là comme si ça exactement. n'existait plus. Là. Puis il n'y a pas eu... l'esclavage en Nouvelle-France n'a jamais été légiféré. Il n'y a comme pas eu beaucoup de lois. Ben, il y a eu quelques ordonnances, mais il n'y a pas eu de loi comme qu'on a vu, par exemple, dans les Antilles avec ce qu'on appelle le Code noir. Fait que tout s'est fait un peu dans... les légitimités. Fait que c'est vraiment tout Ouais. caché. C'est Fait que ça aide pas à avoir beaucoup de traces. C'est ça. Fait que nous autres, les traces qu'on trouve, c'est des petites mentions. Là. C'est vraiment entre les lignes. Il faut vraiment fouiller vraiment bien dans toutes les archives. Fait que c'est pas caché parce qu'ils voulaient se cacher de faire de l'esclavage. C'était caché parce que c'est tellement normal, c'est tellement banalisé qu'il était juste... C'est ça, ils l'écrivent. Ils ont oublié de mentionner justement dans un inventaire, ils ont oublié de mentionner qu'il y avait un esclave, puis là, ils vont le noter avec une petite étoile. c'est ça. Fait que c'est ça, fait que c'était tellement normalisé puis pas fait dans la légitimité que c'est ça, ce qui fait en sorte que maintenant on a moins de traces. Puis vous répondez un peu à la prochaine question que j'allais vous poser. Je voulais savoir si moi, je suis propriétaire d'un individu asservi, c'était quoi votre vision de moi à l'époque? Donc, la société envers les gens qui possédaient des individus asservis, c'est quoi le regard de l'autre? Est-ce que c'est justement, c'est banal, puis c'est comme, bah oui, lui, il y en a un, elle en a un, ou bon, non, Lui, c'est il a quand même... réussi. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est justement de se dire, oh, il y a assez d'argent, ou est-ce que c'est tabou, on n'en parle pas, ou c'est de se dire, oh mon Dieu, lui, il me semble, il le traite pas très bien. C'est perçu comment? Bonne question, encore une fois, parce que malheureusement, je peux pas me mettre dans la tête. Mais c'est définitivement pas tabou. Définitivement, ils sont là, c'est normalisé, c'est banalisé. Les gens en veulent, les gens essaient d'en posséder. Ils sont mis en vente, ils sont vendus rapidement. Je sais, c'est difficile à dire s'il y a un certain statut qui est associé au fait d'avoir un individu asservi parce que c'était tellement répandu partout que c'est difficile à dire, mais c'est sûr qu'il y avait un certain statut parce que ça coûtait cher, surtout un individu afrodescendant va coûter plus cher qu'un autochtone. Fait que ça, c'était vu comme un C'est plus exotique. bien de luxe. Je Oui, mets des c'est gros ça. guillemets, on ne voit pas, là, mais... Oui, tout à fait. Je comprends que c'était très normalisé, puis en même temps, les n'en parlaient pas trop. Il y a des écrits, mais c'est pas très détaillé. Est-ce qu'on a un ou certains cas où on est capable de dire, on serait capable de faire le lien sur certains individus actuellement qui seraient descendants d'esclaves de l'époque? Donc, un ou deux cas là, qui ont été suffisamment documentés pour qu'on puisse dire, oui, il y a eu des enfants là, puis regarde,
telle famille, là, son descendant, est-ce que ça existe, ça? Ne serait-ce qu'avec la génétique, maintenant, on est capable de retracer des trucs. Est-ce qu'on était capable ou il y a toute trace est coupée? On sait qu'il y en a, mais on ne sait pas c'est qui. J'ai pas conscience d'un cas en particulier que quelqu'un aurait étudié là, mais oui, il y a eu de la descendance jusqu'à aujourd'hui. J'ai trouvé quelques cas que j'ai pas encore étudiés parce que je suis en train de finir ma recherche. Mais de cette histoire-là, ce qui est vraiment triste, c'est que les Autochtones, comme j'ai dit, l'âge médian, on décède à 18 ans. Fait qu'il n'y avait pas le temps d'avoir des enfants. Ouais. Fait qu'il n'y a pas le temps d'avoir une descendance. Fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de naissances d'individus asservis. Parce qu'il n'y avait pas le temps de se rendre à. Exactement. avoir des enfants. Les utiliser à l'âge vraiment. Ce qui est difficile de comprendre, puis c'est sûr que, tu sais, puis on l'a répété souvent au balado, il faut faire attention quand on regarde avec notre regard de 2026, là, au moment où on enregistre. Les choses étaient différentes à l'époque. Les gens se mariaient avec des. Tu sais, un homme pouvait se marier avec une fille de 14 ans, puis aujourd'hui, ben, il ferait de la prison, mais dans ce temps-là, c'était normal. Les choses ont beaucoup changé. Mais toutes choses étant différentes, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question si, à partir du moment où tu es un être humain catholique, avec des valeurs, avec un être humain reste un être... De quelle façon tu pouvais en arriver à te dire, ben il y a des êtres humains qui valent moins que d'autres êtres humains? Tu sais, l'échelle de valeur, là, tu sais, c'est difficile pour moi de dire, ben j'ai des enfants, puis j'achète un enfant. Puis cet enfant-là que j'ai acheté, lui, là, je vais lui rendre une vie tellement misérable que je vais me rendre compte que je suis en train de le tuer tranquillement, mais c'est pas grave parce que lui, je l'ai acheté. Mm-hmm. Comment le cerveau était programmé à cette époque-là pour être capable de dissocier totalement ces deux situations-là? Puis... Le racisme. Oui, non, je comprends. Oui. Je comprends, mais finalement, on va conclure en disant que j'ai de la difficulté à comprendre le racisme. Ouais. Je suis bien content d'en analysant le comprendre. Mais il est jugé comme des personnes qui étaient moins, il est jugé comme des personnes qui n'étaient pas des humains, il est jugé comme un bien meuble, il est jugé comme une propriété. Troublant. Oui, vraiment, c'est vraiment le bon mot. Même si on avait pu en discuter, pendant des heures et des heures, à quel moment arrive la fin de cet esclavagisme-là des individus asservis? Est-ce que, tu sais, vous parliez qu'il n'y avait pas vraiment de loi en termes de tout ça. Donc, comment on arrive à la fin de l'esclavagisme? C'est une fin qui est plutôt lente. Il n'y a pas eu de gros mouvements abolitionnistes comme on a vu aux États-Unis, mais il y en avait quand même, surtout dans d'autres colonies britanniques puis en Grande-Bretagne, qui se sont rendus ici. Fait que c'est vers 1790 qu'il va commencer à en avoir de moins en moins, mais c'est le 1er août 1834 où que c'est la fin officielle de l'esclavage au Canada. Il y a une loi qui a été passée pour l'empêcher. Oui. Donc, il n'y a pas eu de loi pour l'encadrer quand il y en avait, mais il y en a eu une non, c'est pour ça. l'arrêter. Mais il a commencé... tout de moins, réjouissons-nous de ça. Là. Au moins, il a commencé à avoir des lois, je pense que c'est 1792 la première, qui disait qu'il n'y avait pas le droit d'importer des nouvelles personnes asservies sur le territoire et toute personne asservie devait être libérée quand elle atteigne 25 ans. Ce qui n'est pas quelque chose qui a été respecté. Ce n'est pas une loi qui a été bien respectée. Mais c'est ça. Il a commencé à avoir un certain mouvement dans ces années-là. Mais c'est ça, fait que ça s'est fait vraiment tranquillement. Comme quand l'esclavage est arrivé en Nouvelle-France, ça s'est fait tranquillement. Ça s'est installé tranquillement. Puis la fin, ça s'est fait de la même façon. Ce concept-là, est-ce qu'il existait en Europe? Donc, est-ce que les gens sont arrivés de l'Europe avec déjà en tête que c'est quelque chose qui existe puis qui se peut ou ils l'ont appris ici? Non, c'est déjà acquis que l'esclavage existe. L'esclavage existe depuis des milliers d'années. L'Empire romain faisait de l'esclavage. Oui, tout à fait. L'esclavage existe depuis vraiment longtemps. Fait que oui, ils sont arrivés puis la mentalité des esclavagistes est déjà présente. Ouais, OK. Ouais. Wow. Katia, je vous remercie tellement pour tout ça. C'est troublant, comme tu l'as dit, Martin, extrêmement intéressant surtout, et je pense que c'est nécessaire qu'on en entende parler. Je trouve ça dommage qu'on n'en apprenne pas autant. Je pense pas qu'il y a un côté, j'imagine, d'une certaine honte, là. Ça doit pas être super agréable de raconter ça. C'est nécessaire, comme je disais, mais je pense pas que c'est... on s'en vante non plus. Mais vraiment, je vous remercie. Je vous félicite aussi de passer vos études sur un sujet aussi difficile, d'aller déterrer des histoires, de montrer un passé qui est pas très glorieux,
mais qui, encore une fois, je le dis, est vraiment nécessaire. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence, Christiane Dupuis. Merci beaucoup de l'invitation. Martin, est-ce que tu peux nous remettre un peu de lueur et de bonheur avec une capsule, ouais, on écoute plaît. ça tout de suite. Quand on pense à la Nouvelle-France, on aime s'imaginer une gang de colons courageux, tous solidaires, tous égaux devant l'adversité, avançant main dans la main avec un avenir glorieux. C'est beau, c'est inspirant, c'est légèrement romancé. Parce que oui, en Nouvelle-France, il y avait des classes sociales. On n'était pas tous logés à la même enseigne. Certains logeaient en pierre, d'autres en bois qui craque au vent. En France, au 17e siècle, la société est divisée en 3 ordres: clergé, noblesse et tiers-état. C'est structuré, hiérarchisé, codifié, chacun à sa place, et si tu veux en changer, eh bien, bonne chance. En Nouvelle-France, on arrive avec un modèle identique dans les bagages. Sauf qu'en débarquant ici, on réalise rapidement que la hiérarchie, c'est bien beau, mais il y a une forêt à couper. Alors oui, il y a une élite, mais même un noble doit parfois regarder une hache et se dire « Bon ben, j'imagine que c'est à moi de travailler maintenant. » En haut de la pyramide, on retrouve le gouverneur et l'intendant, les représentants du roi. Eux vivent confortablement, résidence officielle, réception, uniforme, ils sont élégants. Ils prennent des décisions stratégiques, ils ne prennent pas l'appel. Autour d'eux gravitent les officiers militaires et les grands marchands. Ces derniers contrôlent le commerce des fourrures, ce qui à l'époque équivaut à détenir les actions les plus performantes du marché. Ils mangent mieux, ils s'habillent mieux, ils ont de la vaisselle qui ne vient pas d'un tronc vidé. Bref, ils vivent bien pour une colonie où l'hiver dure 6 mois. Le clergé occupe une place à part. Les prêtres, les communautés religieuses, les jésuites, ils ne sont pas nobles, mais ils influencent et ils ont un pouvoir immense. Ils tiennent les registres, ils gèrent l'éducation, ils s'occupent des hôpitaux. Autrement dit, si tu nais, si tu te maries ou si tu meurs, ben ils sont là. Leur niveau de vie est stable. Pas luxueux façon Versailles, mais disons qu'ils ne dorment pas dans une cabane fraîchement montée la veille. Et puis, il y a la grande majorité, ceux qu'on appelle les habitants. Ce sont eux qui défrichent, labourent, bâtissent, sèment et récoltent. Leur richesse, une terre concédée par un seigneur dans le cadre du régime seigneurial. Ils doivent payer des redevances, effectuer certaines obligations et surtout travailler. Beaucoup travailler. Un habitant, sa journée commence au lever du soleil et finit quand il n'y a plus de lumière. Sa maison est en bois, son mobilier est simple, ses vêtements sont souvent faits à la main. Son alimentation, pain, soupe, porc salé, parfois un peu de gibier. Est-ce glamour? Non. Est-ce efficace? Bien sûr que oui. Le seigneur, lui, possède la seigneurie. Il peut avoir un moulin, percevoir des redevances, exercer une certaine autorité locale. Mais attention, en Nouvelle-France, beaucoup de seigneurs ne vivent pas dans des châteaux. Parfois, leur maison est à peine plus impressionnante que celle des habitants. La grande différence, ce n'est pas toujours le luxe, c'est surtout le pouvoir. Le seigneur décide. L'habitant, lui, exécute. Mais quand vient le temps de réparer le toit après une tempête, le ciel ne fait pas de distinction sociale. Ce qui est fascinant, c'est que la Nouvelle-France offre plus de mobilité sociale qu'en France. Un soldat peut obtenir une terre, un habitant prospère peut devenir marchand, un individu compétent peut gravir les échelons. Pourquoi? Parce qu'on manque de monde. En colonie, le talent compte parfois plus que la naissance, ce qui à l'époque est presque révolutionnaire. Mais malgré les différences, il y a un grand nivellement social. L'hiver. Quand il fait moins 30, le statut social n'aide pas beaucoup. Le noble grelotte, le marchand grelotte et l'habitant, lui, grelotte. La neige est profondément démocratique. Alors oui, la Nouvelle-France avait des classes sociales, oui, il y avait des privilèges, oui, certains vivaient plus confortablement que d'autres, mais ce n'était pas Versailles, c'était une colonie fragile où même les plus aisés dépendaient du travail collectif. Et au bout du compte, que tu sois gouverneur, seigneur ou habitant, ben, quelqu'un devait bien couper le bois et étrangement, ce n'était presque jamais le gouverneur.
Est-ce que tu serais en train de nous dire qu'il y avait des gens qui donnaient des ordres à des subalternes? Mais mon Dieu, Ben oui. impossible à croire. J'ai d'ailleurs reconnu la chanson Octobre 1837 du groupe Le Vent du Nord dans ta capsule. Très bon choix de chanson et très bon groupe traditionnel Oui, tout à fait. également. Et qui cadre avec le sujet. Tout à fait. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on avait envie de vous parler du 24e nom le plus populaire au Québec, soit le nom de famille Dubé. Et pour ce faire, nous accueillons Richard Dubé, président et un des fondateurs de l'Association des Dubé d'Amérique. Bonjour, Monsieur Dubé. Oui, bonjour à vous. Pouvez-vous d'abord nous parler de l'historique de l'association et de sa fondation? L'association a été fondée en 1996. Il faut dire que le fondateur de l'association, Charles-Henri Dubé, qui avait été au fond le directeur des communications du gouvernement du Québec et journaliste, alors a regroupé autour de lui un certain nombre de personnes, ceux qui vont devenir les fondateurs. Et dans ce groupe-là, il y avait des historiens, des professeurs, il y avait un juge et un comptable. Alors, on a démarré l'association et tout de suite, on s'est intéressé au premier généalogiste, Raymond Dubé, qui avait 20 ans avant la fondation de l'association, avait développé une recherche généalogique très importante. Ses archives avaient été, à sa mort, transférées à l'Université d'Ottawa. Nous sommes intervenus auprès de l'université pour rapatrier ces archives aux Archives nationales à la Pocatière. Et le fonds de l'association comprend le fonds Raymond Dubé. Et c'est inspiré par ces recherches qu'on a démarré l'association. Et dès les premières années, à cause de ses recherches généalogiques, Julien Dubé, qui lui aussi était généalogiste, avait déjà regroupé 10 000 mariages. Alors, on a publié notre premier répertoire de généalogie à partir de la recherche de Raymond Dubé, et un groupe d'historiens et de généalogistes alors se sont mis à la tâche pour qu'en 2003, on publie un répertoire de 22 000 mariages. Incroyable. Et à cause des recherches généalogiques, et ça a été validé aux sources à cause de la formation de ceux qui ont fondé l'association. Et Charles-Henri Dubé a fondé le bulletin qui s'appelle le B, 3 numéros par année, et on vient de lancer le 92e numéro. Et j'ai fait le mot du président depuis 30 ans que je suis dans l'association. Alors, on l'a déjà dit à quelques reprises, là, mais vous venez de le dire, cet homme-là, M. Dubé, qui a fait la généalogie dans les années 70, c'était donc à la main, on le sait, on le répète, là, mais aujourd'hui, ça reste relativement facile de faire de la généalogie parce que tout est accessible au bout d'un clavier. Dans ces années-là, c'est des heures et des heures de travail, donc c'est vraiment un travail extrêmement impressionnant qu'il aura fait, là. Oui, puis surtout que le Raymond Dubé du début, tout se faisait par la correspondance. Alors, on a découvert des choses fort intéressantes. Quand on a rapatrié les 6 caisses de documents d'Ottawa, on est 3 dans l'équipe de direction qui se sont partagés les archives. Moi, j'ai fait les résultats des réponses de la correspondance de Raymond Dubé. Et là, on a trouvé toutes sortes de choses fort intéressantes, comme par exemple un document en 3 lettres que Raymond Dubé avait écrit au chercheur Luc Lacourcière de l'Université Laval pour essayer de montrer que le personnage dans les Anciens Canadiens était un personnage réel. Et Lacourcière nous a confirmé que au moment de la publication des Anciens Canadiens, Philippe Aubert de Gaspé s'était systématiquement inspiré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la recherche historique a amené le développement de la généalogie et l'histoire à la fondation de l'association. On a pensé grand. Alors, on s'est dit, on va faire des régionales. Et on a fait 6 régionales,
mais à cause des modes de gestion et surtout les distances qu'on a au Québec, on a aboli ça, puis on est revenu à l'association. Et c'est pour ça qu'à la source, alors, et à chaque année, on se réunit. Il y a toujours un rassemblement à chaque année et on va dans toutes les régions. Alors, mais la région la plus prospère pour les rencontres, c'est autour du lieu de fondation de notre histoire à nous, à Rivière-Ouelle. Alors, où Mathurin est allé s'établir, et je pourrais rappeler justement comment les gens se sont intéressés à cause de la généalogie, c'est que notre ancêtre Mathurin, quand il arrive ici, il arrive sous un contrat. Alors, comme il fait le contrat, mais pour Monseigneur de Laval, il est à Lotainville, dans la seigneurie de Monseigneur de Laval, sur la côte de Beaupré. Et après 3 ans, et c'est là qu'on découvre dans les archives, alors il reçoit une terre en 1667. On présume qu'il est arrivé en 1664 parce que la terre, on l'obtenait au terme des 3 ans de contrat. Alors, et là, il y a toutes sortes d'éléments qui jouent à son mariage. Ceux qui sont ses témoins puis qui sont présents étaient ceux qui travaillaient avec lui dans la seigneurie de Monseigneur de Laval. Ils vont tous s'établir à l'île d'Orléans sur la paroisse Saint-Jean. Ils sont voisins l'un de l'autre. Il y en a un qui meurt, ils s'achètent des choses et on découvre dans nos archives ces éléments-là. Et Mathurin épouse Marie Campion, une fille du roi, mais c'était Anne Gagné qui s'était occupée des 770 filles du roi qui arrivent ici, dont il y en a presque 90% qui se marient de ces filles-là. Alors, et Anne Gagné recommande Mathurin à Ruette d'Auteuil qui siège au Conseil souverain. C'est comme dire, il est au gouvernement, là, lui, avec Monseigneur de Laval, puis Frontenac, ils sont là, eux autres, puis Ruette d'Auteuil, par l'intermédiaire de sa grand-mère, qui est Anne Gagné, choisit Mathurin, qui devient, à Rivière-Ouelle, le responsable de la seigneurie pour l'entretien et le développement. Et là, il va établir tous ses fils et sa fille là-bas. Et à la première génération, les 4 garçons et la fille font 45 enfants. Quand même, dont hein? Les 3 quarts sont des garçons. Alors, vous voyez, à la fondation de l'association, j'y reviens, intéressé par l'histoire des Dubé de partout, on se retrouve une centaine dans la première ou deuxième année de l'association. Et la direction est restée stable, s'est développée, il y a eu un mouvement des membres qui étaient là autour de l'équipe de généalogie avec la recherche qu'ils ont faite. Et là, les armoiries, les plaques commémoratives à l'île d'Orléans, à la Chapelle-Témère en Vendée, là où il a été baptisé, on a une plaque. On a même participé à un fonds pour restaurer un des vitrails à la Chapelle-Témère en Vendée. Et on a sollicité les Dubé de Vendée et de la France de l'Ouest pour nous rencontrer lors d'un voyage qu'on a fait. Il y en a 40 qui sont venus, puis on leur a dit, vous pourriez fonder une association, puis on fondé l'Association des Dubé de la France de l'Ouest. Oh, wow! Votre association fait des petits, comme on dit. Oui, elle fait des petits, puis ils sont venus à 2 reprises. On y est allé à 2 reprises, et quand à la fois ils sont venus, nous, on a repris les armoiries des Dubé qui est inscrite à l'Armorial de France, qui sont les armoiries de la ville de Ménéac en Bretagne. Mais on présume, dans nos recherches, on n'a pas trouvé la date de départ, le bateau et tout ça. Alors, on déduit à cause des dates des autres contrats. Et moi, je leur avais dit, au moment où j'ai assisté à un des événements à la Chapelle des Pères, c'est notre ancêtre Mathurin qui était l'aîné de la famille. Le droit d'aînesse est au Québec, qui n'est pas en France. Alors, c'est nous qui avons le droit d'aînesse,
puis en riant. Et quand on a repris les armoiries, on a communiqué avec la ville de Ménéac pour leur dire qu'on reprenait les armoiries de l'Armorial de France, alors avec tous les éléments. Et notre devise est en gaélique, Beda Veva, mourir pour vivre. C'est une extrapolation. Si le grain de baie ne meurt, il ne peut se développer. C'est une devise de chevalier qui était là-dedans. Alors, voyez tous les points de recherche et d'intérêt pour nos éléments de publication. Alors, je pense qu'au démarrage de l'association, les gens ont vu, c'était pas nos grandes rencontres annuelles, c'est pas pour nécessairement faire des parties de golf ou des choses comme celle-là. Alors, il y a toujours un mouvement. Puis là, vous voyez, on s'est réunis à Saint-Pacôme cette année. On était 150. Alors, pour la réunion, on a invité la mairesse, le député, alors les gens des archives nationales, des musées de la région, pour s'intégrer comme organisme culturel, et le fil rouge aussi, parce qu'on est membre du fil rouge. Alors, on a déjà une borne d'installer là-dessus. Alors, vous voyez, je vous ai tracé un portrait global. Tout à fait. Bien, parlons-en en détail, justement, de ce Mathurin Dubé, qui est l'ancêtre des familles Dubé du Québec. Il naît vers 1619 à La Chapelle-Témère, comme vous avez dit, à une 50aine de kilomètres au nord de La Rochelle. Donc, on est vraiment dans l'ouest du vieux pays. Son âge est estimé selon l'âge qui est mentionné à son décès. Mais tu vas voir, Martin, là, que son année de naissance, c'est à peu près l'information la plus floue sur sa vie. La ville de La Chapelle-Témère a déjà habité quelques 900 âmes, mais depuis une trentaine d'années, on tourne plus autour du 375 habitants dans cette petite ville. Les habitants, d'ailleurs, de La Chapelle-Témère sont appelés des téméraires, et ça, je trouve ça très poétique. On ne sait pas énormément de choses sur l'histoire de Mathurin en France. On sait toutefois, grâce à son acte de mariage, qui est le fils de Jean Dubé et de Renée Suzanne, et ça se limite pas mal à ça. En fait, la grande majorité des récits par rapport à Mathurin débutent en parlant de son immigration directement. Ben, entrons directement dans le vif du sujet alors, et dis-moi dans quelles circonstances l'ancêtre des Dubé traverse l'Atlantique. On peut penser que c'est dans le but d'avoir une vie et un avenir meilleur que Mathurin va venir en Nouvelle-France, et c'est en tant qu'engagé qu'il va faire la traversée. La date officielle de l'arrivée de Mathurin ne fait pas consensus chez les historiens. L'information qui semble la plus vraisemblable serait celle du généalogiste Michel Langlois, qui indique que Dubé serait arrivé au pays vers 1664, comme vous l'aviez indiqué. 63? Non, j'ai corrigé. vers 1664, comme vous avez dit, M. Dubé. Donc, autour de 44-45 ans, un âge quand même avancé à comparer aux autres colons qui arrivaient dans la vingtaine. À la fin de son contrat, Mathurin avait l'occasion de retourner en France, mais décide finalement de rester au pays et se verra concéder une terre en 1667. Je dis qu'il avait environ 44-45 ans, mais comme je t'ai dit, Martin, l'âge de Mathurin change aussi souvent que le chef du Parti libéral dernièrement. En 1666, il est inscrit dans un recensement sous le nom « Un nommé Dubé ». Et il dit être âgé de 33 ans, donc environ 14 ans, 15 ans plus jeune que l'âge cité ailleurs. Il va travailler comme domestique pour le Monseigneur de Laval à Beaupré. L'année suivante, il dit être âgé de 30 ans. Donc, un peu comme Benjamin Button, lui, il rajeunit au lieu de vieillir. Je vais quand même me fier à la date d'environ 1619, là, qui était selon la date de son décès, simplement pour qu'on se donne un point de référence, parce que ça serait facile de se perdre dans tout ça. On s'entend que possiblement âgé dans la quarantaine, il va quand même devoir se caser assez rapidement là, s'il veut avoir une famille. Bien, c'est certain qu'il doit avoir hâte de se placer les pieds quelque part. Cela dit, dans le contrat qu'il a avec Monseigneur de Laval, il est inscrit qu'il se doit de rester célibataire tant et aussi longtemps que le contrat est en vigueur. C'est donc à partir de 1667 qu'il a officiellement le droit de se marier, mais malgré ça, il n'est pas si pressé que ça non plus. C'est le 31 juillet 1670, donc 3 ans après la fin de son contrat, que va débarquer, après une longue et éprouvante traversée, un contingent de 120 filles du roi. Et parmi ces jeunes femmes se trouve la jeune orpheline Marie Campion, âgée de 16 ans.
La paire se serait connue via l'entremise de connaissances communes et moins d'un an après l'arrivée de Marie au pays, Dubé et Campion se rendent devant le notaire royal Romain Bequet afin de faire signer une promesse de mariage. Parmi les témoins qui signent, on retrouve notamment la signature de Louis Rouet de Villeray, qui est un membre du Conseil souverain de la Nouvelle-France et contrôleur de la Compagnie du Canada. Le quartier Villeray à Montréal, d'ailleurs, s'est nommé en son honneur de cet homme-là. Le mariage sera finalement célébré le 3 septembre 1670, alors que Mathurin est âgé à quelque part entre 40 et 50 ans et Marie de 16 ans. Le couple va accueillir 8 enfants, soit 6 garçons et 2 filles. Alors que 2 enfants décèdent en bas âge, il y a 4 fils et une fille qui vont se marier et assurer la descendance des Dubé. D'ailleurs, il y a 3 des frères Dubé qui vont épouser 3 sœurs Boucher, 3 filles de Pierre Boucher et de Marie Denis. Tu connais l'expression « le malheur des uns fait le bonheur des autres », Martin? Oui. Eh bien, dans ce cas-ci, c'est exactement ça. Le voisin de Mathurin, Jean Allaire, va décéder en 1676 et il y a donc une vente aux enchères qui va être faite pour vendre ses biens et Mathurin va en profiter pour acheter du matériel à un coût moindre. Il va donc acheter une fourche et une faucille, qui est une grande lame courbée, un peu comme une faux, et tout ça pour 1 livre et demi. Il va aussi acheter 2 vieilles barriques et 2 demi-barriques munies de robinet pour 7 livres seulement. En faisant mes recherches à savoir un peu à quoi tout ça va avoir servi, il est écrit possiblement que Marie Campion va avoir utilisé ces barriques pour faire du bouillon, comme nous parlait notre invité Sylvain Bouchard durant l'épisode numéro 12. On est encore à Québec, là, mais est-ce que c'est là que Dubé va s'installer pour toujours? Non, parce qu'en 1686, c'est le seigneur François Ruette d'Auteuil qui confie à Mathurin Dubé une terre dans sa seigneurie des Aulnay, la terre qui est actuellement qui équivaut à l'actuelle ville de la Pocatière. Des cadeaux comme ça vient jamais seul, on s'entend, donc nous sommes quand même loin de grosses demandes, mais Mathurin va devoir notamment verser au seigneur un loyer annuel pour sa ferme, en plus de lui accorder 3 à 4 jours de travail pour bien entasser les récoltes dans la grange. Il va devoir également faire moudre son blé au moulin seigneurial et verser une redevance de son blé qui équivaut à environ 4% de sa récolte. Malgré l'absence de documents pour valider l'information, Mathurin serait un très bon cultivateur et il va se voir confier d'autres tâches pour plusieurs autres personnes. Là, je fais des liens là, avec ce que tu as dit. Tu parles de la région de la Pocatière. On est donc à côté de la rivière Well. Oui. Et si je ne me trompe pas, on est pas mal dans les mêmes années de l'attaque de Phipps. On est dans les mêmes années? Exactement, tu as tout à fait raison. On en a déjà parlé. Je vous rappelle rapidement les faits. En août 1690, il y a l'officier de marine Sir William Phipps qui est choisi pour commander les expéditions militaires contre les possessions françaises en Acadie et au Québec. Il va quitter Boston avec une impressionnante flotte de 32 bateaux et une armée de 2000 hommes dans le but de faire un raid dans les villages et de prendre le contrôle de la place. Leur première destination, c'est Rivière-Ouelle. Les villes de Rivière-Ouelle et Grand'Anse, donc la Pocatière qui est juste à côté, n'ont pas nécessairement les effectifs pour se défendre, autant en termes d'armement qu'en termes d'hommes. C'est donc l'abbé de Francheville, qui est prêtre de Rivière-Ouelle, qui va prendre les choses en main. Il va rallier les habitants pour défendre Rivière-Ouelle et Grand'Anse. Il va leur demander qu'ils utilisent leur propre fusil puis de jouer aux soldats finalement. Et selon l'abbé Henri-Raymond Casgrain, la flotte de Phipps va jeter l'ancre devant Rivière-Ouelle et plusieurs plus petites embarcations vont se diriger ensuite à la rame vers le rivage. Les hommes de Francheville qui sont cachés dans la forêt attendent l'approche de l'ennemi. En arrivant sur le rivage, les Canadiens vont tirer sur eux, vont en tuer plusieurs et en blesser énormément également. Donc, pris par surprise, la flotte de Phipps va se retirer aussi vite qu'ils sont arrivés. Les habitants qui étaient présents sont alors considérés comme les héros de la Rivière-Ouelle. Et parmi ces héros se trouve Mathurin Dubé, ainsi que ses fils Mathurin Junior, âgé de 18 ans, et Laurent, âgé de 14 ans. Oh wow, quand même. Quand même, 14 ans pour défendre sa patrie. Oui, c'est ce qu'on appelle les jeunes pour passer aux arbres. Comment vont se passer les dernières années de notre ancêtre du jour?
Mathurin va avoir travaillé jusqu'au dernier jour de sa vie. À son décès le 28 décembre 1694, il était toujours au service du seigneur Ruette d'Auteuil. À son décès, il est inscrit comme étant âgé de 76 ans, donc ce qui nous donnerait 1619 comme année de naissance. Si toutefois on se fie aux années de recensement, il était peut-être plus âgé aux alentours de 63 ans, donc à quelque part là, fin soixantaine, début 70 pour son décès. Marie Campion, quant à elle, serait décédée entre janvier 1697 et décembre 1703, ce qui lui donne donc seulement une quarantaine d'années à son décès. Il n'existe aucune rue avec les noms complets de Mathurin Dubé ou Marie Campion au Québec, et ça, je trouve ça quand même assez dommage pour un homme qui aurait été d'une grande importance. On a fait dans notre bulletin Le B l'inventaire de tous les noms de Dubé au Québec, dans les villes, pour bien situer les choses. Alors, vous avez raison, il n'y a pas de nom de Mathurin. Il aurait fallu faire une démarche à la commission de toponymie, mais comme il y a déjà beaucoup de Dubé dans la toponymie, alors des lacs, plein de choses, alors ça, c'est un des éléments. Et ce que vous venez de raconter, globalement, alors on a publié un texte que j'ai sous les yeux ici, en 60 pages, les premiers Dubé d'Amérique. Et c'est exactement, alors tous les éléments à partir des archives que l'on fait là-bas. Et la plaque tout près de l'église. Alors, il y a la plaque de l'escarbouche de 1690, au moment où, avec ses fils, ils vont se manifester, puis ils sont pas nombreux avec le curé Francheville, là. Ils sont pas nombreux à les repousser. Mais non, globalement, mais une des choses que je trouve intéressante qu'on peut rajouter, j'ai travaillé avec un historien de l'Université Laval qui nous a dit, et moi c'est une surprise, que presque 40% des engagés retournaient en France. Moi, j'avais l'impression qu'après qu'ils étaient ici, puis on leur donnait une terre au terme du contrat, qu'à ce moment-là... ils décidaient de rester. Oui, ils décidaient de rester. Oui, c'est ça. Une autre indication sur les maisons dans le document que vous avez fait avant. Sur la terre du lot 51 de la paroisse Saint-Jean de l'île d'Orléans, qui est la terre où Mathurin s'est installé, c'est la terre, justement, on retrouve aujourd'hui la maison Turcotte. Et directement près de l'église Saint-Jean, c'était la maison du chanteur qui vient de mourir, là, son nom m'échappe, Jacques Michel. Oui. Alors, c'était à l'entrée parce qu'on avait voulu mettre une plaque là, mais il n'y avait pas on ne pouvait pas circuler puis s'arrêter plus facilement. Mais quelques années avant la fondation de notre association, il y avait encore les bases de la maison de Mathurin qui étaient là, puis ils ont bulldozé, alors que nous, si ça n'avait pas été fait, on aurait pu faire une recherche archéologique directement sur place. Et la maison était de pierre. Incroyable. C'est dommage, malheureusement. Oui, à cause des liens là, sur les choses. Mais ce que vous avez situé par rapport aux différents... à l'histoire de famille, et surtout la famille des trois sœurs qui vont épouser les frères Dubé, ben, on les a invités à notre réunion cette année parce qu'on est très liés. Il y a les Méville-des-Chênes, il y a avec les Dubé, puis les trois sœurs Boucher. À la souche, il n'y a que 3 familles, alors que les 5 enfants qui se marient auraient pu donner une plus grande diversité familiale. Oui, c'est ça. C'est quand même impressionnant que
ce peu de personnes-là peuvent donner autant de noms. Dans les autres Dubé qui auront marqué l'histoire, j'ai triché un peu sur celle-là parce que c'est pas son nom de naissance, mais c'est son nom après mariage. Mais il y a l'honorable juge Claire Lheureux Dubé. Elle est née Lheureux, mais comme elle a également utilisé le nom Dubé dans sa carrière, je me suis permis de la nommer. Celle qui est toujours bien en vie du haut de ses 98 ans, va terminer ses études à l'Université Laval en 1951 et va débuter son barreau l'année suivante. Elle est d'abord membre du cabinet d'avocats qui porte aujourd'hui le nom de Garneau et Associés et va devenir par la suite juge à la Cour supérieure du Québec en 1973. 6 ans plus tard, Claire Lheureux Dubé est la première femme nommée juge à la Cour d'appel du Québec et va accéder enfin à la Cour suprême du Canada en 1987. Madame la juge Lheureux Dubé a pris une retraite bien méritée en 2002. Il y a également le religieux François Hertel qui est né sous le nom Rodolphe Dubé. Hertel, lui, était un anticonformiste reconnu. À l'époque de l'Index, une période où l'Église catholique mettait un catalogue officiel de livres interdits, considérés comme dangereux pour la foi ou les mœurs, Hertel, lui, cachait et distribuait des livres à ses élèves qui étaient interdits afin qu'ils puissent avoir un programme de lecture hors du circuit tracé. Il va malheureusement payer le prix pour son anticonformisme et va se faire expulser de la Compagnie de Jésus en 1947. François Hertel va avoir écrit 21 livres entre 1934 et 1976 et va d'ailleurs gagner le prix David en 1943 pour son roman Strophes et catastrophes. Ouais, hein? J'ajouterais sur Rodolphe Dubé, spécialement, la maison où il est né est devant la croix des Dubé qu'on retrouve à Rivière-Ouelle, qui a été entièrement transformée alors par 2 frères Dubé. Alors, un qui s'appelle Richard Dubé, lui aussi, et le professeur de l'Université Laval aussi. Alors, la maison est située là. Dans la dernière production de Jean-François Lisée sur René Lévesque et Pierre-Éliott Trudeau, il parle des 2 frères Dubé, des 2 Dubé qui sont membres de la Compagnie de Jésus. Un influence puis est un maître pour Pierre-Éliott Trudeau à Brébeuf, alors que l'autre est en Gaspésie, puis c'est un maître pour René Lévesque. Alors, ces 2 frères de Dubé-là, alors à l'intérieur j'ai retrouvé justement les passages qui situe les 2. Et j'ajouterais que François Hertel, à la fin de sa vie, a été accueilli par les Jésuites dans la dernière partie de sa vie parce qu'il était en difficulté de santé. Alors, oui. Alors, simplement, dans cette dynamique d'époque. Et dans les personnages importants aussi, ben, il y a Marcel Dubé, bien sûr, l'homme de théâtre, alors qui nous a écrit un texte, Marcel Dubé, sur la famille. Claire Lheureux Dubé était membre de notre association. Wow. On l'a eu en référence dans notre bulletin Le B aussi. Alors, puis, il y a des ethnologues, il y a plein de gens qui ont produit, qui ont publié aussi, qu'on a retrouvé. Mais la dispersion des Dubé, parce que dans les premiers Dubé d'Amérique, là, notre bulletin, ce qu'on a publié, on a montré l'expansion des Dubé dans les régions du Québec, les dates confirmé, puis le développement dans chacune des régions de nos ancêtres, le provinement plutôt des Dubé. Et on a fait quelque chose de spécial dans notre généalogie, c'est qu'il y avait beaucoup de membres célibataires, mais la généalogie, c'est des mariages. Oui, beaucoup. Alors, on a décidé d'intégrer les célibataires, membres de l'association, et on a commencé une recherche en envoyant dans toutes les communautés religieuses, dans plusieurs communautés religieuses, pour qu'ils fassent l'identification des femmes religieuses Dubé de leur communauté. Alors, on a publié ça aussi dans nos recherches sur
l'association des Dubé. Incroyable Alors, le travail qui a été fait par votre association. Cet épisode vous a été présenté par généalogiequebec.com, propulsé par l'Institut Drouin, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. Et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 à l'achat. On veut remercier nos invités Katiane Dupuis et Richard Dubé, président et un des fondateurs de l'Association des Dubé d'Amérique. Donc, le site web, c'est association-dubé.com. Et le site s'appelle l'Association des Dubé d'Amérique. Merci beaucoup. Martin, pour notre prochain épisode, on va retrouver Samuel Vénière, historien du Musée naval de Québec, qui va nous parler du régiment Carignan-Salière. Et de mon côté, je vais vous parler de Robert Lévesque, l'ancêtre le plus commun des familles Lévesque du Québec. Alors, on souhaite à tout le monde un bon 2 semaines et on se retrouve avec une température d'été estivale, mon cher ami. J'ai hâte. Bye, bonne 2 semaines. Sera raconté dans ce passé des contes.